Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Si vous nous rejoignez sur la RTNC, la population de Kinshasa a réservé hier au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un accueil chaleureux après sa brillante prestation au G20 et à la COP26. Nous revenons justement sur l'ambiance qui a régné hier de la descente de l'avion du couple présidentiel et tout au long des artères où s'était massée la population quinoise pour accueillir le chef de l'État. Reportage Patrick Michel Moukoui. À Tel Aviv, développement industriel à Rome et climat à Glasgow. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné ce jeudi son pays aux côtés de la Première Dame après avoir accompli l'une des plus importantes missions de sa mandature à la tête de l'Union africaine et de la RDC. Les dirigeants des institutions du pays sont venus le saluer à sa descente d'avion. L'Afrique tout entière a suivi avec attention la défense de sa position portée face aux dirigeants des grandes puissances économiques mondiales par son représentant au G20. En défendant les intérêts du pays à la COP26, le président Félix-Antoine Tshisekedi vient définitivement d'inscrire la RDC au cœur des enjeux mondiaux de la crise climatique et de la transition énergétique. Tel un combattant de retour de la ligne de front, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a été agréablement surpris par la mobilisation spontanée de Quinois qui ont pris d'assaut l'entrée du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Ndjili. À la demande de la foule, le chef de l'État est descendu de son cortège pour communier avec son peuple. Ce qui devait être alors un parcours ordinaire s'est très vite transformé en procession. Le long du trajet, des femmes, hommes et enfants brandissant pour certains des drapeaux de partis politiques de l'Union sacrée de la nation ont manifesté leur attachement aux ambitions et positions du pays défendues au plus haut niveau et avec brio par leurs représentants. Sur un boulevard Lumumba noir de monde, le cortège présidentiel a eu du mal à se frayer un chemin pour atteindre la 10e rue Limété, siège de l'UDPS, le parti berceau de la carrière politique du 5e président de la RDC. De Lumumba à Sendoué en passant par 30 juin, le cortège du chef de l'État n'a fait qu'à tirer du monde avant d'atteindre la place Kintambo Magasin où une autre foule s'est constituée pour saluer son passage. Des tribunes en tribune, la République démocratique du Congo conforte chaque jour davantage sa présence sur la scène internationale et améliore un peu plus son image de marque en compatibilité avec son potentiel grâce au leadership de son président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revenons également sur ce qu'a été la dernière journée du chef de l'État à Glasgow en Écosse où il a participé aux travaux de la COP26. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu des entretiens avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, au sujet du bassin du Congo et avec l'envoyé spécial du président des États-Unis d'Amérique pour le climat, John Kerry, avant de visiter le stand de la RDC sur le site de la conférence des Nations Unies sur le climat. Encore une fois, retrouvons Pierre Kibambe. Les États-Unis d'Amérique s'intéressent à la République démocratique du Congo, souhaitant accompagner le pays dans ses efforts de préservation des forêts et de production d'énergie propre, renouvelable. C'est une des retombées de la participation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow en Écosse. Déjà sur place, le chef de l'État a eu des entretiens avec l'envoyé spécial du président Joe Biden pour le climat, John Kerry. Ces échanges, en marge de la COP26, ont été axés sur cette problématique au nom de la survie de l'humanité à l'heure du réchauffement climatique. Au sein des installations de la COP26, le président de la République s'est aussi entretenu avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, au cours d'une projection sur le bassin du Congo, ce deuxième poumon écologique mondial et une réserve cruciale de biodiversité et le puits de carbone grâce à ces tourbières récemment découvertes dans la cuvette centrale. Les deux chefs d'État ont évoqué les fonds bleus pour le bassin du Congo qui constitue à ce jour un enjeu africain et planétaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a par ailleurs visité le stand de la République démocratique du Congo installé dans le site de la COP26 sous les explications de la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba,
Des explications supplémentaires en rapport avec l'apport de la RDC dans la régulation et le maintien des émissions de gaz à effet de serre dans des proportions acceptables. C'est par ces différentes activités que le chef de l'État a clôturé son séjour à Glasgow dans le cadre de la COP26. Sa brillante participation aura fait avancer à coup sûr le débat sur le changement climatique. À Kinshasa, une forte délégation des femmes leaders des provinces du Nord Kivu et des Lituri a été reçue par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga. L'insécurité persistante dans leurs entités respectives était au cœur de cette entrevue. Elles sont venues plaider pour le retour définitif de la paix dans l'Est du pays. Reportage Thierry Nzazi. Un plaidoyer auprès des autorités nationales pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC, c'est la démarche des femmes leaders du Nord Kivu et des Lituri. Ces femmes ont franchi le portillon du ministère de la Défense nationale. Elles préconisent la révision des stratégies pour assurer le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Cette délégation a été reçue par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga, qui lui a fait part de la volonté du chef de l'État de rétablir la paix dans l'Est du pays. La délégation était conduite par Madame Patience Sinamouli, présidente du point focal du collectif des associations féminines pour le développement de la ville de Béni. Si nous sommes venus voir le ministre de la Défense, c'est parce qu'il a dans ses responsabilités la protection de la population et c'est lui qui coordonne toutes les opérations sur terrain. Alors pourquoi est-ce que nous sommes venus pour remettre nos recommandations par rapport à ce que nous traversons Nord Kivu et à Lituri, et nous sommes venus le voir pour qu'il revoie d'autres stratégies sur terrain parce que nous en avons assez. Que les jeunes continuent à dénoncer. Les mamans que vous voyez ici avec nous dénoncent souvent les différents cas que nous traversons. Celle-ci a indiqué que l'insécurité qui sévit dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu au quotidien constitue un frein au développement de la partie est de la RDC. Les femmes et les enfants en sont surtout les grandes victimes. Toujours dans ce même secteur, la vice-ministre de la Défense nationale et aux anciens combattants, Séraphine Kilobo-Kutuna, est allée réconforter les épouses militaires, veuves, retraitées, les orphelins de vaillants soldats. L'amélioration des conditions de vie de ces derniers était au cœur de cette entrevue. Encore une fois, retrouvons Thierry Nzazi dans ce reportage. Les difficultés que connaissent les épouses militaires, veuves, retraitées ainsi que les enfants de militaires et anciens combattants ont été passés au peigne fin lors de leur rencontre avec la vice-ministre de la Défense nationale et aux anciens combattants, Madame Séraphine Kilobo-Kutuna. Séance tenante, des propositions ont été formulées et des mesures prises dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de retraités, veuves et orphelins. Séraphine Kilobo-Kutuna a fait savoir que le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda Kourenga, s'engage à solliciter dans le tout prochain jour auprès du Parlement et du gouvernement de la République une bonne prise en charge des militaires, retraités et de leurs dépendants. Tout ceci nécessite donc des tests légaux et réglementaires. Mais en attendant, nous ne croisons pas nos bras. En utilisant nos peu de moyens, nous nous occupons du social de nos militaires retraités, de leurs veuves et orphelins, en associant vos responsables associatifs à toutes nos actions à votre faveur. La vice-ministre n'est pas allée main bredouille. Elle a apporté dans sa gibecière une enveloppe et des pagnes qu'elle a remises à toutes ces femmes. La contribution globale du secteur privé dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable ODD nécessite une connaissance exacte en la matière. Le processus d'élaboration d'un rapport national dans les secteurs privés vient d'être lancé par le ministre d'État du Plan, Christian Mwando Simba. Reportage Peggy Mukunda. Elle est déterminée à appuyer le gouvernement congolais dans le processus des objectifs de développement durable, ODD. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, représentant du secteur privé, vient de signer un protocole d'accord avec le gouvernement
au travers l'Observation congolaise du développement durable, OCDD. C'était au lancement officiel du processus d'élaboration du rapport national sur la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre des ODD. Cérémonie présidée par le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba. Il s'agit d'un programme d'action qui comprend 17 objectifs de développement indissociables, intégrés, globaux et applicables universellement, avec comme mission d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, préserver l'environnement et assurer l'avènement des sociétés pacifiques, durables et inclusives. Ces partenariats combien appréciables. Il nous faut donc une contribution significative pour consolider davantage ces domaines des ODD pour le développement de notre pays, a martelé l'administrateur délégué de la FEC. Nous sommes appelés à travailler main dans la main dans sa mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés, a signifié dans ce mot le coordonnateur de l'OCDD. Pour faire corps avec le gouvernement, les Nations Unies s'engagent davantage pour accompagner la RDC dans ce processus des ODD à travers le PNUD, a mentionné son représentant Dominique Sam. L'amélioration des conditions de vie de travail de médecins en République démocratique du Congo au cœur de la conférence débat organisée par le syndicat libre des médecins. Reportage Lisette Mujinga et Thomas Bassilois. Au centre de cette conférence débat, faire l'état de lieu des conditions de vie et de travail des médecins au Congo, de la situation administrative des médecins, c'est-à-dire leur carrière, les omis, les non payés et les retraités, ainsi que la formulation des recommandations et pistes de solutions aux pouvoirs publics ou décideurs. Le secrétaire général du syndicat libre de médecins, André Kassongo, sollicite pour l'application effective du statut spécifique à leur corporation, ce qui induit l'octroi légal des avantages et primes tels que les allocations familiales, les frais de transport et autres indemnités. Nous avons réfléchi par rapport à la situation des médecins cette précarité. Il fallait réunir les médecins afin qu'on puisse analyser les conditions et les moyens où on va essayer de faire appliquer cet outil que le médecin possède, qui est un statut spécifique, un cadre approprié pour le médecin. Lié au serment d'Hippocrate, le médecin doit être placé dans de bonnes conditions de travail, c'est en vue de lui permettre d'administrer des soins de qualité aux patients. Un groupe d'investisseurs turcs désireux d'investir dans la réhabilitation des infrastructures portuaires dans la province du Congo central sous l'accompagnement de la Société commerciale des transports et ports a rencontré le gouverneur par intérim de la province du Congo central. Regardez. Quelques semaines après le passage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au Qatar, où il a pris langue avec plusieurs investisseurs, ce voyage produit déjà des effets. C'est le cas de cette délégation composée des responsables de African Union Financial Service, AUFS en sigle, la SCTP et les investisseurs turcs qui souhaitent travailler dans la modernisation des infrastructures portuaires. Ils l'ont fait savoir au gouverneur intérimaire Justin Lumbamakoso au cours de cette audience leur accordée ce jeudi 4 novembre 2021. La délégation turque qui est venue répondre à l'appel du chef de l'État et surtout à l'appel des Congolais pour le grand port de Matadi être réhabilité complètement et envisager la construction du port en eau profonde de Banana. Nous sommes venus ici avec une forte délégation. Pour deux grands projets, nous allons faire une étude de faisabilité. Le premier est la réhabilitation des ports existants et le deuxième projet, c'est de construction d'un nouveau port. Nous sommes dans une zone pratiquement décisive par rapport aux enjeux qui sont de l'heure. La concurrence est là et nous n'avons pas voulu croiser les bras. Je crois que leur présence est la bienvenue et nous sommes venus ensemble pour voir les possibilités de voir comment moderniser le port de Matadi, celui de Boma. Et comme nous avons aussi l'intention de voir comment construire un port en eau profonde, c'est-à-dire que nous devons voir dans quelle optique nous pouvons nous insérer dans ces circuits-là pour que demain Matadi change de visage et le port de Boma également. Parce que somme toute, même s'il y a le port en eau profonde, soyez rassurés que l'activité va continuer par rapport au transport. Cap dans la province du Haut-Katanga, où les têtes d'érosion qui avaient réussi à couper en deux la route Lubumbashi-Kipushi appartiennent désormais au passé. C'est là grâce aux grands travaux initiés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Reportage Didier Mumba. Les érosions avaient atteint jusqu'à 1200 mètres, menaçant quelques 300 maisons du quartier Kisanga sur la route Kipushi dans la commune annexe.
Concrétisant la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, et le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques-Aboula Katoué, avait alors initié les travaux de grande envergure, une section hydraulique de 4 fois 2 mètres, des talus, des escaliers d'accès et des glisseurs ont été construits à cet endroit. Pour se rassurer de la qualité des travaux effectués, le ministre provincial des infrastructures s'est rendu sur place. Miguel Katem Kachal a fait le tour du chantier. Il n'a pas manqué d'appeler les habitants de Kisanga à s'approprier ces travaux. Ces habitants particulièrement réjouis de l'action posée par le gouvernement Kiaboula. Nous disons merci à Wandani pour ce qu'il vient de réaliser pour nous. Personnellement, je l'aime et apprécie beaucoup. Nous remercions le gouverneur pour son acte, car nous étions vraiment désespérés. Pour le patron des infrastructures dans le Haut-Katanga, Miguel Katem Kachal, le pire a été évité. Et sur l'initiative du gouverneur des provinces, nous avons débuté les travaux. Nous avons aussi sauvé la sous-station de la régie des eaux qui était en train d'alimenter tous les quartiers Golf et tous les quartiers Kisanga. Nous travaillons sous la vision du chef de l'État qui est de mettre le peuple au centre de tout. Les érosions de Kisanga appartiennent désormais au passé et la vision de Félix Tshisekedi a été ici matérialisée par le gouvernement haut-katangais que dirige Jacques-Aboula Katoué. Un conflit de terre a causé la mort de 4 personnes et d'une personne blessée. À cela s'ajoutent des cases incendiées et des maisons saccagées à Benguele. Nous sommes là dans un des quartiers de la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu. Le commissaire supérieur principal du comité urbain de sécurité et maire de la ville a effectué une descente sur le lieu du drame pour s'enquérir de la situation en vue d'établir les responsabilités. Reportage Alfred Ndayango. Après un conflit terrier qui a coûté la vie à 4 personnes et un blessé à côté des cases incendiées et maisons saccagées dans un quartier de la ville de Béni rural appelé Benengoulé, le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachale, président du comité urbain de sécurité et maire de la ville, a effectué une descente sur le lieu de drame pour s'acquérir de la situation réelle. Accompagné du commandant ville et celui de la défense ville, le maire policier a piqué un constat amer vu que la partie perdante au conflit s'est caractérisée par la barbarie que l'autorité urbaine qualifie d'inacceptable. Ainsi, il appelle sa population au calme et de faire confiance à la justice. Nous sommes venus s'enquérir de la situation, voir palper la situation qui s'est passée ici dans ce quartier où il y a eu attaque des hommes non autrement identifiés qui a causé mort d'homme. Il y a eu 4 personnes qui ont été tuées ici. Voilà, étant informés, nous avons fait une descente ensemble avec le commandant de la ville, avec le commandant défense ville de Béni et moi-même. Voilà, nous sommes venus ici nous rendre compte de tout ce qui s'est passé, voir avec nos propres présidents. Là, on parle de conflit. Il y a la famille ici qui a été chassée et tuée. Ils ont gagné les procès. On leur a attribuer les terrains à conflit ici, mais l'autre partie, se voyant perdants, ils ont cherché comment réagir d'une façon barbare et inacceptable. Que la population soit calme, et les gens qui ont agi de cette façon, nous faisons foi et nous avons confiance à notre justice. La justice, même si elle est lente, tôt ou tard, elle finit par être exécutée. Le personnel judiciaire de la Cour d'appel du Kwango appelé à son implication dans la préservation des valeurs essentielles de la société. Cet appel du procureur près cette Cour d'appel, Benza Lusala, s'est exprimé ainsi à la rentrée judiciaire au chef-lieu du Kwango. Commentaire Félix Zaloumeti Dandou. Députés provinciaux, membres du comité de sécurité, magistrats et invités d'honneur ont rehaussé de leur présence la rentrée judiciaire à la cour d'appel du Kwango. Son procureur Mbenza Lusala a d'entrée de jeu invité le personnel de son ressort à s'impliquer dans la préservation des valeurs essentielles de la société. Valeurs, explique-t-il, qui constituent un moyen de lutte contre l'impunité et les antivaleurs qui gangrènent le pays, notamment la corruption, le détournement des deniers publics et le trafic d'influence. Aussi a-t-il interpellé le magistrat du ministère public d'éviter de transformer leur cabinet en dépôt d'actes judiciaires sans en faire usage. Il existe une justice à double vitesse. L'une pour les faibles entre guillemets, et l'autre pour les puissants entre
ce qui n'est évidemment pas vrai. Le premier président de la Cour d'appel du Congo, Bekanga Ilunga, a déploré plutôt le phénomène criminel d'attaque et de mise à mort des vies humaines dans les ouvrages inachevés, pratique dont les auteurs n'échappent guère à la justice. Il a par ailleurs marqué une distinction de la catégorie des personnes protégées par l'immunité, inattaquables par la justice en raison de leur fonction, statut et grade. Celles-ci ne peuvent être en aucun cas traduites devant la Cour d'appel. On va parler de l'enseignement supérieur universitaire, la maximisation de recettes publiques. Mais que faire pour rentabiliser justement les caisses de l'État? Cette question a fait l'objet d'une soutenance de thèse de doctorat à l'université de Kinshasa par le chef de travaux Ignace Mukanya, qui a même décroché la mention grande distinction. Reportage Odilon Kayuma. Management dans une régie financière congolaise, esquisse d'un modèle de mobilisation des recettes, cas de la Direction générale des recettes administratives et domaniales des ERAD, ex-Katanga. Voilà l'intitulé de la thèse soutenue par le chef des travaux Ignace Mukanya. Nous sommes à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. À la question posée par quelques membres du jury sur l'apport de la thèse des doctorats dans l'augmentation des recettes à la DGRAD, le récipiendaire a présenté son modèle pour y parvenir, qu'il appelle SCOMEA, qui veut dire stratégie, coaching, motivation et amélioration. Ce modèle, une fois mis en marche, a rassuré le chef des travaux. La DGRAD deviendra performante, capable de réaliser des milliards de dollars américains en un temps record et donner ainsi à l'État congolais le moyen de sa politique. À cause des difficultés que nous avons relevées, et si on arrivait à bannir ces difficultés, l'État, à travers la DGRAD, pourrait faire mieux, davantage. Convaincu du travail des hautes volées abattus par les candidats, le jury a proclamé les résultats de cette soutenance des thèses de doctorat. Monsieur le chef des travaux, Ignace Ngoy Mukanya, a réussi avec la mention grande distinction. Les lauréats ici félicités est désormais docteur en sciences administratives et politiques. Il a par la suite remercié les membres du jury. La collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2020-2021 a également eu lieu dans la province du Kasaï oriental en présence de plusieurs autorités tant académiques, politico-administratives et les familles des lauréats. C'était à l'Institut supérieur pédagogique d'Mbujimai. Regardez. Le gouverneur de province intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Longa Muswamba, qui a présidé la manifestation sur l'esplanade de cet alma mater. À cette occasion, des 50 ans de collation des grades académiques à l'ISP Mbujimai, qui totalise aujourd'hui 53 ans de fonctionnement. Dans son discours académique, le directeur général, professeur Dominique Tchenke, a remercié les 203 membres académiques et scientifiques qu'emploie l'ISP pour avoir terminé les cours dans le respect strict du calendrier académique 2020-2021. Pour sa part, la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a félicité l'ISP Mbujimai pour avoir respecté le calendrier académique. Elle a rappelé que les axes prioritaires du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est inscrit la lutte contre les antivaleurs à l'issue. La gouverneure de province intérimaire Jeannette Longa Muswamba a rendu un hommage mérité au président de la République pour la paix. C'était avant de s'adresser aux lauréats du jour. À travers la présence cérémonie, lesquelles consacrent pour vous tant de rêves, vous entrez dans la catégorie de l'élite est-kassaïenne. Vous embrassez maintenant la vie active. Soyez donc utile en mettant en pratique toutes les théories apprises pour la transformation de notre société. Sur ce, je déclare close l'année académique 2020-2021 à l'Institut supérieur pédagogique d'Mbujimai. C'est pratiquement aujourd'hui que les festivités des 30 ans d'existence du ministère chrétien du combat spirituel, CIFEMSI, vont se clôturer, mais une conférence de presse a été animée hier dans la commune de la Gombe à cet effet. Reportage Lisette Mujinga et Gédéon Mutombo.
Le ministère chrétien du combat spirituel a animé un point de presse ce jeudi 4 novembre 2021 à Rotana Hotel dans la commune de la Gombe. Il était question de résumer les activités de festivités des 30 années de l'existence de ces ministères débutées le dimanche 17 octobre dernier. La clôture de ce programme intervient le vendredi 5 novembre 2021 par un méga concert qui aura lieu au siège de l'église dans la commune de Limete. Une célébration qui connaîtra la participation de nombreux artistes musiciens congolais et des invités venus de partout à travers le monde, dont Judy Kay, artiste et musicienne nigériane. Dans le cadre des 30 années de la célébration de l'existence de notre ministère, nous avons voulu clôturer ces grands événements avec un méga concert. Et notre invité phare de ce méga concert, c'est notre star en Jésus-Christ, la servante de Dieu Judy Kay. Elle ne sera pas la seule, il y a beaucoup d'artistes chrétiens, musiciens de notre pays qui seront aussi là. Une manière de glorifier Dieu, l'initiateur de ces grands ministères au travers de feu Papa et Maman Olangi. Nous allons terminer ce journal avec cette page noire. Vous le savez, la RTNC est endeuillée. Elle vient de perdre l'un de ses chevaliers de la plume. C'était le mercredi 3 novembre 2021. Jules Lombo Kashita, sous-directeur à la direction des informations télévisées. Il a tiré sa révérence de suite d'un malaise, l'une des figures emblématiques de la presse congolaise, comme en témoignent ces réactions de nos confrères. Sous-directeur du desk à la direction des informations télévisées de la RTNC, ta disparition a causé d'énormes ravages dans le cœur de ta deuxième famille, car la radio-télévision nationale congolaise est notre seconde famille. J'ai connu Jules d'abord à l'ICA, actuellement c'était CEVOSA à l'époque, où on a travaillé sur les émissions, surtout que moi j'ai eu des émissions que j'ai produites dans le cadre de stage EVOSA. Et puis j'ai connu encore Jules en tant qu'attaché de presse à l'hôtel de ville. Et en tant que tel, on a effectué beaucoup de voyages avec Jules à l'étranger, à Pointe-Noire, à Brazzaville. C'est un ami, c'est un frère, que son âme repose en paix. Merci. Eh bien, Jules Lombo, c'est un journaliste que j'ai trouvé ici. Et c'était un bon présentateur du journal et également un bon encadreur. Quand je suis arrivé, je crois qu'il était déjà... Il est devenu chef de section, donc c'est lui qui a encadré la rédaction. Et avec beaucoup de regrets qu'on vient de perdre un grand, à la personne de Jules Lombo Kashita, paix à son âme, et je présente mes condoléances à sa famille biologique et à toute la famille de la RTNC. Et il a appris à encadrer beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui des vedettes de la télé. En tout cas, au niveau de la direction Info TV, chacun a retenu de quelque chose, surtout sur le plan professionnel. C'est d'abord quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré, surtout nous, la jeunesse. À l'époque, c'était pratiquement l'homme de 23 heures. C'est lui qui faisait le journal de 23 heures. Il est tombé arme à la main, ça il faut le dire, parce que pas plus tard qu'hier, avant sa mort, on a passé pratiquement toute la journée ensemble. Il a assisté à la conférence des rédactions de 14 heures. Un départ brutal qui chagrine la RTNC, la direction des infos TV. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note triste que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur nos antennes. Au revoir.